Bonjour à tous. Bonjour Maude. Bonjour à tous, bonjour Géraud, ça va? Ça va très bien, merci et toi? Très bien. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes connectées. Alors on va attendre, comme d'habitude, hein, 2-3 minutes que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat. Vous avez en bas à droite un petit bouton chat qui vous permet de communiquer avec tout le monde. Et n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, d'où vous venez, d'où est-ce que vous nous écoutez et ce qui nous permettra de voir que vous nous entendez correctement et que l'échange est fluide et que la connexion est bonne. Vous avez également en bas à droite un onglet, pour les questions. N'hésitez pas à l'utiliser au fur et à mesure du webinaire, on nous entend très bien, super. N'hésitez pas donc à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions. Alors vous pouvez aussi les poser dans le chat, on les regardera de toutes les manières, mais l'onglet questions nous permet de trier les questions, de les afficher quand on y répond, ce qui est un peu plus agréable pour tout le monde, donc c'est préférable d'utiliser cet onglet-là, pour poser vos questions. Mais vous en faites pas, si vous les posez dans l'onglet chat, on y répondra quand même. Tu où Et toi je là, Géraud? Tu à et Rennes? ben, moi, je suis à Rennes, dans nos bureaux rennais, puisque Between même si le siège est à Paris, Mmh. on a des bureaux, à Versailles, à Rennes, à Toulouse, à Milan, enfin voilà, donc plusieurs villes. Et toi, Maude? Et moi je suis dans nos bureaux parisiens, même si le siège est à Nantes. Mais je crois Ça, le qu'aujourd'hui, siège est c'est le même temps à Paris ou à Nantes. J'ai vu quelqu'un qui était à Toulon, il doit faire un petit peu plus beau. ah ouais, sympa d'être à Toulon. Mmh. Ouais, nous, en l'occurrence, à Rennes, Il fait aujourd'hui, très ça va. beau, nous dit Sandrine, à Toulon. On vous envie. Il est 11h02, on a encore des nouvelles personnes à se connecter, mais on a déjà pas mal de monde. Et ben, on va peut-être pouvoir commencer? Ça te va, Oui, Maude? avec plaisir. Super. Alors commençons. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, effectivement, le thème de la session aujourd'hui, c'est IA et tests de compétences, donc duo gagnant pour gérer des grands volumes de recrutement. Donc on va parler principalement des grands volumes. Donc, on ne s'est pas présenté, même si on a donné nos prénoms, mais je pense que, ouais, nous on se connaît, mais on va se présenter. Maud, peut-être je vais te laisser te présenter, en premier lieu. Donc moi je suis Maud Sarfati, bonjour à tous, la directrice générale du groupe e-testing. On aura l'occasion de présenter un petit peu, plus e-testing, après, mais on est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans l'évaluation des compétences et dans les tests de recrutement et on travaille principalement avec, des entreprises qui ont des enjeux sur les volumes importants de candidatures, donc c'est un sujet qu'on connaît bien et c'est pour ça qu'on voulait s'exprimer, à ce sujet avec Between aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on voulait pouvoir le faire avec e-testing parce qu'effectivement, c'est une expertise que même si nous on l'a sur certains de nos clients, qui est vraiment une spécialité de d'e-testing. Et donc moi, Géraud de Lapontais, je travaille, pour Between, pour les alliances, enfin pour les partenariats de Between. Ça fait 4 ans et demi que je travaille là. Between, donc qui est un logiciel de gestion des recrutements et ça fait, 13 ans que je travaille dans l'univers des solutions en recrutement, au sens large. Donc aujourd'hui, on va vous parler du contexte d'abord, des enjeux effectivement qu'on peut avoir, actuellement sur les défis de recrutement, volumiques. On va parler d'IA, de scoring et de toutes les solutions qu'on peut retrouver dans un ATS qui utilisent des technologies actuelles pour faciliter le tri des candidatures dans le cadre de recrutement volumique. Ensuite, on va pouvoir parler justement de la partie test de compétences, à quel point c'est utile et performant pour, vérifier les compétences aussi des personnes que l'on veut recruter et donc comment est-ce qu'on combine les 2 pour pouvoir, être efficace dans son processus de recrutement. Maud, je te laisse la parole. Tu veux que je lance le sondage maintenant? Je crois qu'on a un petit sondage à lancer. Tu me dis quand est-ce Allez, que tu le veux. bon allons-y, tu peux le lancer maintenant. OK. Hem, pour vous donner quelques éléments, enfin, on voulait introduire un peu le sujet, du recrutement volumique. Hem et pour démarrer, on va vous demander si, vous, pour un même poste, vous constatez, depuis le début de l'année, que les candidatures est plutôt en hausse ou plutôt en baisse. Ça nous permettra d'avoir quand même une tendance sur, le marché du recrutement sur vos secteurs, en ce moment. Alors, je vais vous donner quelques, éléments de contexte, sur le recrutement volumique, les défis, particuliers ça, mmh, auxquels ça vous confronte et puis, à la fin faire un petit focus aussi
l'IA et l'IA Act, parce qu'on va parler d'IA aujourd'hui et donc ça nous paraissait important de, donner les contours, des enjeux et des contraintes et des exigences que, l'utilisation de l'IA pose, aujourd'hui. Donc voilà pour, l'introduction de cette partie et pour Je démarrer me permets ouais, je me permets du coup un commentaire effectivement, parce que pour faire écho à ce que tu dis là, les résultats du sondage, pour l'instant on est à 57 plutôt en hausse. et bien c'est bon signe. C'est bon signe et ça correspond à ce que nous on constate aussi. Mais du coup, on va vous essayer de vous donner les clés pour, mieux gérer ce volume de candidatures qui augmente. Alors, sur les enjeux du recrutement volumique, il y a un petit peu un paradoxe, c'est que le premier enjeu, c'est évidemment, celui de droite, que vous avez une surcharge de candidatures qu'il va falloir gérer, puisque, voilà, si on parle de recrutement volumique, c'est que, c'est des métiers sur lesquels il y a énormément de potentiels candidats. Mais le paradoxe, c'est qu'on est parfois confronté à l'enjeu, numéro 2, qui est aussi une pénurie de candidats ou en tout cas de candidats qualifiés. C'est-à-dire que, comme c'est des, postes sur lesquels il y a beaucoup de de demandes, beaucoup de candidatures, c'est aussi des postes qui sont très sollicités. Par exemple, je pense aux métiers, en tension, les principaux métiers en tension étant, le secteur, enfin ceux du secteur du BTP, de la restauration, de l'aide à domicile et donc, on a parfois une pénurie de candidats qualifiés et quand on a des enjeux de recrutement volumique, il faut du coup naviguer entre ce double enjeu qui va être à la fois: j'ai beaucoup de candidatures, mais elles sont pas toutes, qualifiées et finalement j'ai peut-être pas assez de bons candidats, à retenir et ça fait qu'il y a un vrai défi pour vous qui va être à la fois, d'attirer les bons candidats, mais aussi de les trier et de leur proposer un processus de recrutement qui va, hem, être pas trop lourd pour pas perdre trop de candidats, dans la bataille. Donc à la fois, je dois attirer, des talents pour, répondre à cette pénurie, mais je dois les filtrer, rapidement puisque, j'ai beaucoup de candidatures et donc c'est, des clés qu'on va essayer de vous donner aujourd'hui pour, répondre à cette espèce de paradoxe, du recrutement volumique. Un petit chiffre, c'est toujours, utile. Aujourd'hui, le nombre de candidatures reçues par offre, en moyenne en France est de 93, mais sur ces 93, seulement 2,2 reçoivent une proposition d'entretien. Donc si vous êtes là, c'est probablement que vous avez encore plus que 93, candidats par poste, hem et vous allez forcément, 93 qui est déjà colossal, hein. qui est déjà énorme bien sûr quand on sait, le temps qu'on passe à lire et étudier, un CV et puis on n'en reçoit que 2 sur ces 93 en entretien, donc il faut s'assurer de, recevoir les bons, hem et d'étudier et d'arriver à étudier toutes ces candidatures. Alors les défis, j'en ai déjà un petit peu parlé, du recrutement volumique, on en a listé 4. Il y en a peut-être, plus, si vous pensez à d'autres, n'hésitez pas à nous les indiquer, dans le chat. Les principaux, pour nous, c'est, bah, déjà la perte de temps, de justement, du tri, de l'analyse de ces candidatures. Hem En moyenne, alors il y a plein de chiffres, là-dessus, puis c'est souvent assez, déclaratif, mais en moyenne, un recruteur, il estime qu'il passe 1 minute à lire, un CV, peut-être un petit peu moins. Un recruteur très assidu, ce serait peut-être 1 minute, mais donc c'est énorme si en fait, sur un poste, on doit aller, passer, 100 minutes à analyser, tous les CV. Donc ça, on va voir comment justement après, on va vous permettre de passer moins de temps à lire, analyser, ces CV. Et puis ça, c'est juste sur la partie, lecture, du CV bien sûr, hein, mais ensuite la perte de temps, c'est, répondre à toutes les candidatures pour s'assurer que tout le monde ait bien une réponse, c'est, rencontrer les candidats, convenir d'un entretien avec eux et cetera. Le risque de passer, à côté de bons profils. 2 sur ce 2 qu'on reçoit en entretien sur 93, candidatures reçues, ben, forcément, il faut s'assurer que les 2 sont les 2 bons, hein, qu'on va Et il y en recevoir. a certainement d'autres bons parmi les 91 Mmh mh. autres, a Exactement. priori. Il y en a pas mal qui sont exploitables. Ouais.
Et puis, en fait, parfois aussi ce qu'on constate, c'est que, bah, sur les 93, enfin sur toutes les candidatures reçues, on va étudier finalement, les premières et Bien sûr. on va en Mmh. étudier, voilà les 20, 30, 50 premières et puis le reste, on va même pas forcément, y prêter attention. Donc il y a un vrai risque de passer à côté des bons profils. Ouais. Il y a évidemment, c'est des défis les défis, du recrutement au sens large, hein, le risque de prendre des décisions biaisées, mais encore plus quand on a affaire à un volume important où, on va faire du traitement de masse et donc on va un petit peu moins, faire du sur mesure et où on va, avoir recours à des méthodes, qui sont pas forcément les plus fiables, scientifiques et donc ça, Mmh. c'est ce qu'on va essayer de vous montrer, aujourd'hui aussi, comment réduire les biais dans le recrutement. Et enfin, bah, forcément une expérience candidat dégradée et ça, on sait combien c'est important pour vous de garantir une bonne expérience, candidat pour, votre marque employeur, pour l'expérience du candidat et donc si par exemple, on connaît aussi les chiffres sur le nombre de candidats qui ne reçoivent jamais une réponse à leur candidature, ça c'est, le niveau, 0 de la bonne expérience, candidat. C'est au moins de s'assurer qu'on a une réponse. Voilà, que ce soit apporter des réponses, être réactif dans le process. Hem, on un des défis quand on reçoit beaucoup de volume, c'est, de ne pas dégrader l'expérience du candidat. Hem et parce qu'il y a un risque à ce moment-là, quand l'expérience est dégradée aussi, de perdre les candidats, Évidemment. dans la Mmh. bataille. Je me souviens plus du chiffre, mais j'avais lu récemment un chiffre sur le nombre de candidats qui, arrêtent le processus à cause d'une mauvaise expérience et ça, c'est surtout pas ce qu'on souhaite quand on sait les difficultés à recruter. C'est sûr. La première mauvaise expérience étant le timing. C'est-à-dire qu'on Mmh. le temps d'attente d'un candidat, le fait qu'il soit sans nouvelles pendant un laps de temps, important, c'est le le pain point numéro un chez les candidats qu'il faut absolument corriger. Et évidemment, l'IA et tous les outils vous permettent de réduire, ces temps de traitement et de réponse. Mmh. Et donc aujourd'hui, on va, vous expliquer comment combiner IA et tests de compétences pour gagner en temps, fiabilité et équité et pour répondre à tous les défis qu'on vient de présenter. Alors, c'est ce qu'on disait un petit peu quand on se présentait, une alliance, logique, aujourd'hui, d'allier Between et e-testing pour, aborder ce sujet. Ça fait, un moment qu'on est partenaire, avec Between, hein, que vous pouvez via, Between retrouver les tests, de compétences, d'e-testing puisqu'on est intégré dans le logiciel et je ne sais pas si à ce moment-là, Géraud, qu'on présente un petit peu plus, ce qu'on fait. Enfin, de toute façon, on va entrer dans le détail, Ouais. après. On va peut-être entrer dans le détail après, mais dans les grandes lignes, effectivement, moi, je vais parler rapidement de Between, mais donc Between, outil de gestion de recrutement. On a, 1 clients, 1 300 clients, je ne sais plus exactement, en France et en Europe principalement, et donc des clients dans tous les univers confondus. On a, 20 de nos clients qui sont, du staffing, on a 30 de nos clients qui sont dans le secteur public, on en a 52 dans le 53 dans le secteur privé, tous secteurs confondus donc et toute taille d'entreprise confondue donc on a un panel assez large de clients, sur lequel on peut, étudier justement des comportements dont on peut vous parler aujourd'hui. Super et nous, on vient s'intégrer, à Between pour aider, nos clients et les clients, de Between à évaluer, leurs candidats. Ça fait, 25 ans, un peu plus même qu'on existe, et qu'on est, un expert du test et de l'évaluation des compétences. Donc on vous aide à fiabiliser en fait, vos recrutements, via des tests de recrutement, sur une plateforme sur laquelle vous accédez à un catalogue de plus de 500 tests avec, une approche très 360 de la compétence. Donc on va trouver des tests, techniques, hard skills, des tests soft skills, pour tous les métiers, pour tous les secteurs et on va pouvoir aussi, grâce à notre expertise sur la conception de tests, vous accompagner, si vous le souhaitez, sur la conception de tests sur mesure pour évaluer vos candidats ou alors, simplement intégrer les tests et les évaluations que vous avez déjà, en interne, sur la plateforme e-testing pour proposer une évaluation, globale des compétences
des candidats et il y a plus d'1 million de tests qui sont passés chaque année, sur notre plateforme et plus de 600, clients, qui nous font confiance en France et à l'international, avec, des une coloration assez, similaire à celle de Between. C'est aussi pour ça qu'on travaille bien ensemble. Donc pas mal de clients, dans le staffing, dans le secteur public, dans le monde de l'éducation, des universités, hem et puis, bien sûr, des entreprises, plus, privées, mais sur des secteurs, assez, industrie, BTP, logistique, restauration, voilà. Mais globalement, on est quand même, très généraliste. Alors, je vous ai, parlé, j'espère que ça tombe pas un petit peu, comme un cheveu sur la soupe, maintenant, mais ça nous paraissait important de parler des contours, des enjeux de l'IA avant, de vous parler d'IA, et de vous rappeler quelles sont en fait, les contraintes, pour vous recruteurs, sur l'utilisation de l'IA dans le recrutement et contraintes qui sont en fait définies maintenant, dans l'IA Act, donc qui est, une législation, adoptée par l'Union européenne, qui est vraiment la première législation au monde, sur l'intelligence artificielle et qui vient réglementer, tous les secteurs en fait, d'activité, sur l'utilisation de l'IA, qui va entrer en vigueur en août 2026, mais c'est important de s'y conformer, dès maintenant et Complètement. donc l'IA Act, donc cette réglementation européenne, classe en fait les différents secteurs d'activité selon différents niveaux de risque. Donc c'est la petite pyramide que vous voyez à droite, risque faible jusqu'à risque, inacceptable et selon le niveau de risque, il va y avoir en fait, des usages qui doivent être plus ou moins réglementés. Le recrutement a été qualifié de, secteur à haut risque. Pourquoi? Parce qu'on peut en fait, via le recrutement avoir, des impacts sur, la vie, la trajectoire personnelle, et professionnelle des individus et donc Ça et c'est puis surtout gênant. parce que c'est un secteur qui est déjà soumis parfois à une forme de Mmh, discrimination et en l'occurrence, quand on utilise des IA entraînées sur l'intégralité du web où il existe de la discrimination, il y a le risque que ces IA puissent provoquer de la discrimination encore. mmh Donc c'est là où et elle doit être parfaitement bien utilisée. exactement. Et donc l'utilisation, elle va être encadrée par cette IA Act, qui, comme le recrutement est un secteur à haut risque, impose un usage, qui est autorisé de l'IA, mais avec des exigences strictes. Et donc ces exigences-là, c'est le troisième petit point, ça va être d'intégrer une surveillance humaine. Donc vous ne pouvez pas en fait prendre une décision uniquement, enfin la c'est pas l'IA qui peut prendre la décision, pour vous. Il va falloir qu'il y ait une surveillance, humaine des décisions et des informations, traitées par l'IA. Une gestion des risques, donc vous devez intégrer vraiment un processus de gestion des risques, liés à cette, utilisation de l'IA. Une traçabilité des données et une documentation, des décisions et hem et donc tout ça, c'est un vrai, enjeu à chaque fois que vous allez implémenter une solution qui utilise, de l'IA. Ça signifie 2 choses, que d'une part, il faut vous assurer que, vos partenaires et les solutions RH, que vous allez utiliser sont bien conformes en fait à, ces exigences et donc elles sont capables de justement vous fournir, la traçabilité, de données qui est demandée, la documentation, nécessaire et cetera et qu'il va falloir, 2e chose, maintenir en fait un rôle humain central dans la décision, parce que, c'est exactement ce que l'IA Act cherche à protéger, d'éviter qu'on se repose uniquement sur, des outils IA pour prendre des décisions. Donc, nous, c'est notre positionnement aussi, chez e-testing. L'IA, c'est un très bon outil, mais, on ne va pas pouvoir prendre des décisions, à notre place et quand on sait à quel point, le, recrutement et vous êtes des professionnels du recrutement, vous le savez encore mieux que moi, est souvent basé en fait sur l'intuition et ben, l'IA va venir, aider, réduire les biais pour limiter, d'une certaine manière, ce recours à l'intuition. Mais en même temps, il faut apporter des garde-fous et garder quand même, cette surveillance humaine et cet aspect humain dans le recrutement. Voilà. Merci beaucoup Maud. Du coup, ça me passe la balle, c'est parfait, pour parler de l'IA justement dans, la manière dont on trie et on traite les candidatures. On vient de voir quel était le cadre, légal et donc on va pouvoir regarder avec ce cadre légal, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire?
Petit aparté, je profite parce que j'ai vu qu'il y avait eu une question sur le sujet, savoir si le support serait transmis après ou pas. Évidemment, le support sera transmis, mais surtout à la fin du webinaire, vous allez recevoir automatiquement un replay, un lien pour, voir le replay si, c'est nécessaire. OK. Heu, sur les solutions d'IA qu'on peut proposer. On va en voir plusieurs. Je vais surtout essayer d'expliquer le passé, l'avenir, ce qu'on est en train de créer et pourquoi est-ce qu'on est en train de le créer. On va voir 4 points, particuliers. On va voir le parsing, le scoring, avec le matching qui va venir avec, la préqualification et les résumés automatiques. Ça, c'est des éléments qui vont nous permettre de traiter des candidatures de manière massive. Donc là, on est vraiment dans le concret par rapport au thème d'aujourd'hui. D'abord, un parsing intelligent, qu'est-ce que c'est? Hem Le parsing, c'est donc l'extraction de l'information d'un CV, hein. Il y a plusieurs phases dans le parsing. Il y a extraire de l'information, ça peut être d'un CV ou d'autre chose, mais ici on parle bien d'une candidature. L'extraction de l'information. Après, on peut avoir 2 autres étapes. On peut avoir la normalisation de cette information et enfin l'enrichissement de l'information. Je vais y venir. Déjà sur l'extraction. L'extraction, ça existe depuis très longtemps, ça fait, plus de 10 ans que le parsing existe, et ça reposait principalement sur de l'information sémantique. Donc d'abord, on a, un robot qui va scanner sur, une page où est située l'information, de manière à mieux identifier est-ce que c'est une information d'identité, d'expérience, de compétences, de formation et va lire l'information et l'extraire. Mais pour être sûr que ça soit la bonne information, il va se référer sur une espèce d'énorme dictionnaire qui nous permet de savoir, oui, bah, account manager, c'est un métier d'éleveur commercial. Enfin, voilà, il y a plein de synonymes possibles. Et donc, pour ça, on se base historiquement, tous les outils de recrutement, sur des parseurs qui ont des catalogues énormes de mots-clés qui nous permettent de traiter l'information qui est présente sur un CV. Le monde est transformé considérablement, on le sait tous, depuis l'arrivée des IA. Là, l'une des grosses valeurs, des LLM, donc de tous ces outils, massifs de traitement de données qu'on a appelés IA, c'est, la compréhension de la donnée. Parce que quel que soit le contexte, vous avez tous essayé ChatGPT, vous êtes en train de parler avec du texte, libre, normal et il y a une compréhension de cette donnée qui vous apporte un résultat. C'est ça qui est bluffant. Le pire, c'est la compréhension de la donnée. C'est exactement la même chose sur un CV. Le parsing intelligent, il nous permet de contextualiser une information et de l'extraire convenablement. Peu importe où elle est située, peu importe si jamais c'est quelque chose qui sort de notre dictionnaire classique qu'on avait déjà entre les mains, parce que c'est des outils qui sont entraînés sur l'intégralité du web depuis des années. Et donc quand on demande à un LLM ce que veut dire un mot sur un CV, il est capable de l'interpréter. Typiquement, on a des CV où des gens marquent gourou en data. Bon, bah, on ne sait pas si jamais c'est des data scientists, des data analystes, enfin des data ingénieurs, on n'en a aucune idée. Par contre, la description de la mission qui est en dessous peut nous aider à comprendre cette information. Et donc, si on donne cette information à un LLM, il est capable de l'extraire et de nous le mettre dans un référentiel exploitable, et pas uniquement ce qui est écrit dessus. Typiquement, chez Between, on travaille depuis des années avec des experts du parsing, qu'on a intégrés, complètement à nos outils et pourtant, en 2025, on change. Là, d'ici la fin de l'année, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc le parseur historique avec lequel on travaille n'est plus suffisamment performant et donc on change de système de parsing pour utiliser un parsing beaucoup plus performant qui repose sur de l'intelligence artificielle. Dans notre cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas renvoyer des CV. On ne peut pas envoyer un CV tel quel directement dans une IA sans maîtriser complètement l'endroit où il est stocké, les informations personnelles qui y sont et comment est-ce qu'elles peuvent être interprétées. Donc on va découper les informations pour n'envoyer que des informations anonymisées et récupérer une information, normalisée. Ça permet déjà d'être beaucoup plus efficace dans une recherche de CV, de pouvoir extraire complètement de l'information. Deuxième étape, on va avoir scoring et de laquelle découle le matching. Qu'est-ce que c'est que ça et en quoi l'IA est importante là-dedans? L'IA nous a permis de normaliser l'information. Dans un référentiel donné, je dis un commercial, il a telle et telle compétence, par exemple. Donc on est capable de déduire des compétences, des expériences passées, ainsi que des formations et de ce qu'on suppose être, le profil du candidat. Donc il y a des compétences explicites écrites sur un CV, mais il y a également des compétences implicites et déduites des expériences passées. C'est là où l'IA nous sert beaucoup parce que même si jamais on y, inclut des référentiels existants comme le référentiel Honnête, le ROM ou ESCO, un référentiel européen, et ben, on va quand même pouvoir, déduire de chaque expérience des compétences supposées du candidat et ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans le scoring qu'on va faire derrière. Scoring qu'on voyait, juste ici d'ailleurs, mais qui est maintenant inclus dans Between, où on a pour chaque,
pour chaque métier, un score, pour chaque candidat qui est basé là-dessus. Notre scoring, nous, alors pour l'instant, on y va à tâtons, on le traite de différentes manières, mais aujourd'hui, le scoring, il repose à 40 sur les expériences, à 30 sur les compétences, explicites et supposées du candidat, à 20 sur les formations qu'il a pu avoir et à 10 sur les connaissances déduites également de son CV, et par rapport à tout ce qu'on a déjà décrit dans la trame du métier, où on sait déjà quelles compétences on recherche, on sait déjà quel type d'expérience on recherche. Et ces éléments de scoring sont les mêmes qui vont être utilisés pour des éléments de matching. On peut aller un peu plus loin également avec les éléments de matching, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil de matching de Between repose sur une forme de machine learning, ce qui est un peu l'essence même de l'IA. Le machine learning, c'est l'outil qui apprend de vos usages. Et aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne, si jamais vous avez classé 20-30 CV en shortlist pour un type de métier donné, on va essayer de trouver des patterns, des choses communes entre ces différents CV, ces différentes candidatures, pour essayer de le retrouver dans votre base de CV pour pouvoir vous repousser des CV similaires. Typiquement, vous avez l'habitude de recruter des boulangers et à chaque fois qu'il y a un CV pâtissier, on voit qu'il arrive en shortlist chez vous. Et ben, on va peut-être pas que chercher que boulanger, mais aussi chercher des CV de pâtissiers. Alors, c'est un exemple facile, hein, mais il y en a plein d'autres comme ça. Ce qui nous permet de faire remonter des expériences, des compétences, mais certaines choses communes entre différents CV pour faire en sorte que l'outil apprenne de vos usages. Et là, on est vraiment dans le cœur de l'intelligence artificielle. Heu, je vais peut-être d'abord commencer par résumé automatique parce que c'est assez facile à expliquer. Résumé automatique, pareil, on va analyser un CV, on va vous faire un résumé de 4-5 lignes avec l'essentiel par rapport au job dans lequel on est, ce qui permet d'avoir une lecture très rapide et de traiter très rapidement des candidatures. Pareil, tout ça est fait avec de la donnée anonymisée qu'on pousse dans un outil. On peut créer des automatismes, faire passer des tests et sur la base de ces tests, faire en sorte de créer des alertes, créer des choses comme ça. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire par rapport à l'IA Act, c'est écarter des candidats automatiquement en se basant sur des algorithmes et des outils d'intelligence artificielle. On ne peut pas les écarter automatiquement d'un dossier de recrutement. On peut vous permettre de gagner en productivité, de faire en sorte que l'humain soit augmenté, puisse aller plus loin, plus vite. Par contre, on ne peut pas prendre la décision à la place de l'humain, légalement, et c'est d'ailleurs souhaitable. Et donc, c'est toujours entre vos mains. On vous mâche le travail, on vous donne un maximum d'informations, et c'est à vous ensuite de faire ce travail-là. Par contre, là où on peut prendre la place de l'humain, c'est sur la partie préqualification. Préqualification, c'est souvent assez rébarbatif. On va avoir, je ne sais pas, 40-50 CV à traiter et on va appeler plein de personnes qui peuvent potentiellement correspondre, mais déjà pour poser des questions de préqualification. On peut les poser par des questionnaires, on peut les envoyer. Après, il y a un taux de complétion qui n'est pas toujours le même. On peut demander des questions, ce qu'on appelle des killer questions, donc des questions qu'on pose avant même la candidature pour empêcher potentiellement de candidater. C'est pas souhaitable non plus parce que finalement, on va se couper de certaines candidatures pertinentes pour des personnes qui n'ont même pas envie de répondre à ces questions. Ou alors, on ça ne nous permet pas de capter la candidature qui pourrait potentiellement être exploitable pour un autre recrutement sur lequel les exigences ne sont pas les mêmes. Donc, on va plutôt nous suggérer d'avoir de la préqualification qui est faite par une IA. Un candidat postule et automatiquement, il est rappelé sur son téléphone portable par une IA qui va se présenter comme tel et qui va lui dire voilà, je mets pour 5 minutes, je suis un outil d'intelligence artificielle, mais je suis là pour vous poser des questions et juste pour savoir si jamais vous pourriez potentiellement correspondre au job. Il va demander si la personne a bien son permis poids lourd ou si la personne a bien un CACES ou si la personne a déjà travailler dans tel ou tel endroit, à une certification X ou Y, ce qui vous permet ou même une disponibilité ou un salaire, enfin, est-ce que cette fourchette de salaire vous conviendrait? Ce qui permet de faire un filtre des candidatures et de vous concentrer sur celles qui correspondent le plus. Donc tous ces outils d'IA, mis bout à bout, vous permettent déjà d'avoir un funnel ultra, réduit et avec, le moins d'intervention humaine possible. L'intervention humaine est là pour la décision et pour prendre le temps ensuite de passer du temps avec les candidats, ceux qu'on retient, pour mieux les connaître. Mais, toutes ces tâches qui peuvent prendre du temps et sur lesquelles vous n'avez pas la plus forte valeur ajoutée, on peut, potentiellement vous accompagner pour les faire le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions, hein, dans la rubrique questions ou dans le chat si jamais vous en avez là-dessus. On y reviendra principalement à la fin, mais voilà, j'ai essayé d'expliquer, en large un peu tout ce qu'on pouvait proposer là-dessus. Tout ça va nous permettre d'avoir un gros gain de temps, de pouvoir avoir des choix objectifs qui reposent sur de la donnée, réelle et de pouvoir se concentrer vraiment sur la rencontre avec le candidat. Et du coup, Maud, je te repasse la main pour, la partie évaluation justement des compétences, ce que là où nous, on n'est plus capable de le faire et on a Mmh. besoin d'un partenaire comme e-testing pour pouvoir le faire. Exactement. Je vais essayer d'aller un peu rapidement parce qu'on a c'est moi qui étais trop bavarde, dans la première partie. Hem Comme tu le disais, on va venir, du coup, nous, après.
la préqualification de Between après, tout le filtre que vous aurez permis de faire avec, les outils de scoring, de matching, pour venir valider les compétences qui ont été scorées par vous-même et préqualifier, filtrer davantage. Un CV ne prouve pas, une compétence, c'est une aide, à la préqualification et ça va permettre de nourrir des algorithmes de scoring, mais il faut venir valider quand même ses compétences et donc presque 80 des recruteurs considèrent que les tests de compétences sont, aussi importants, sinon plus, que les CV traditionnels, qui restent quand même du déclaratif et donc si voilà, vous n'avez pas encore recours à des tests de compétences, venir les, intégrer dans votre processus de recrutement, c'est un moyen de gagner du temps et de gagner en fiabilité sur vos décisions, de recrutement. Les tests, ils peuvent être de 2 natures. Puisque en fait, finalement, toutes les compétences, vont pouvoir s'évaluer, soit les compétences techniques, soit les compétences, comportementales. Donc, on peut aller chercher, des tests hard skills ou des tests soft skills. Il y a énormément d'acteurs, sur le sujet, principalement sur les soft skills, à part nous et donc, il faut juste choisir le bon, format, adapté et le bon test pour aller évaluer la bonne compétence. Hem Le test, hard skills en général, ce qu'on observe, c'est qu'il va plutôt être utilisé, pour la préqualification, pour venir justement confirmer le scoring de Between, et valider des compétences techniques ou des prérequis, par exemple, comme tu le disais, la détention d'une certaine certification, la disponibilité sur une horaire, voilà, c'est aussi utilisé parfois, dans nos tests. Hem Et donc c'est plus un premier filtre et les tests soft skills, ils viennent en général après, mais quand même avant un entretien pour valider les compétences comportementales et être un outil, heu, d'aide, à la conduite de l'entretien. Le fait d'avoir, voilà, le rapport du candidat sous les yeux pour, heu mener l'entretien et avoir, on a sur les rapports, e-testing, des suggestions, par exemple, de questions à poser par rapport aux réponses, du candidat et à son profil comportemental. Ça vient souvent dans un second temps, une fois que les compétences techniques ont été validées. Hop là, je peux perdre les onglets Mais et c'est donc hyper important parce que je me permets de réagir parce que jusqu'à présent, nous, ce qu'on a proposé dans la partie scoring, il y a aussi de la compétence supposée, mmh, déduite des expériences passées. D'abord, il y a plein de compétences qu'on peut avoir et qui ne sont pas forcément écrites sur un CV ou même interprétables sur un CV, là où on va pouvoir le faire. Mais ensuite, le niveau de cette compétence, il est indécelable sur un CV. Quelqu'un enfin, combien de CV on voit maîtrise du back office alors que la personne ne saurait pas faire un tableau croisé dynamique, par exemple? Bah, ça a pas de sens. Ou, si on maîtrise vraiment le back office, ça veut dire qu'on est capable de faire, du VBA, donc du code sur Excel. Ça s'appelle une maîtrise du back office, mais enfin, on aura tous notre niveau mmh. d'interprétation de ça. Il y a qu'un test fiable qui nous permet de vérifier ces choses-là. Tout à fait et puis, tu as raison de préciser ça parce que nos tests, ils sont aussi utilisés pour, ajuster les besoins de formation, au moment de l'onboarding du candidat. Si on voit que voilà, effectivement, il maîtrise, telle, compétence, mais que, sur, telle, brique de la compétence, il a une petite lacune, on va pouvoir aller appuyer, là-dessus. Et donc voilà, pourquoi utiliser des tests, à grande échelle? Pour gagner, ça répond évidemment aux défis qu'on a vus avant, pour gagner, en rapidité d'évaluation, en fiabilité, sur vos recrutements pour réduire les erreurs de recrutement et puis en équité pour que tout le monde soit, logé à la même enseigne et n'ait pas, des questions, qui varient en fonction du recruteur qui va qui va interviewer le candidat. Et donc chez e-testing, vous aurez accès à un catalogue, de plus de 500 tests, à la fois techniques et comportementaux. Techniques, ça peut être des tests de compétences, transverses, donc des langues, des tests de bureautique, tu parlais du back office, tout à l'heure, des tests sur d'autres utilisations de logiciels, mais ça peut être aussi des tests, métiers très spécifiques. Donc on va avoir un test, chaudronnier, un test pour un comptable, un test pour un chauffeur poids lourd. Hem Et voilà, dans tout type, de secteur. Ça, c'est vraiment la partie test, technique. Il y a les tests comportementaux aussi qui vont avoir la particularité, chez e-testing de s'adapter aux enjeux, des recrutements volumiques, donc qui sont assez rapides à la fois à passer côté candidat
et à prendre en main, côté recruteur à analyser, sans pour autant perdre de leur fiabilité. Et puis on peut toujours intégrer aussi, vos propres tests, vos propres évaluations ou vous accompagner pour, en concevoir sur mesure. Il y a pas mal de questions, Géraud, je pense que tu les prendras peut-être à la fin et j'ai l'impression qu'elles sont pas mal, portées sur les fonctions de Between donc Pour l'instant, ouais, voilà. parce qu'on a passé du temps dessus. Mmh. Hem, alors je on peut les prendre peut-être un peu, au fur et à mesure aussi les questions, mais juste pour, synthétiser ce qu'on vient de se dire, parce que c'est quand même, hyper important. Donc le fait de coupler, heu, des outils d'IA, des outils algorithmiques et des outils de test, c'est quand même colossal parce que ça peut, complètement transformer un processus de recrutement. Ça peut le transformer pour une expérience candidat où il a vraiment l'association qu'on s'intéresse à lui, à ce qu'il sait faire, qu'on le connaît et qu'on arrive à mieux, échanger avec lui et à s'intéresser vraiment à ce qu'il peut apporter à une entreprise. Donc au niveau de l'expérience candidat, c'est colossal. Au niveau, efficacité, donc on peut gagner du temps, être beaucoup plus fiable. On réduit les risques d'échec dans un recrutement. On va pas reparler des erreurs, du coût d'une erreur parce que c'est un sujet qui a été traité en long, en large, en travers et surtout il n'y a pas de, études qui donnent le même chiffre. Mais le coût est important. Après, tout dépend de ce qu'on prend en considération. C'est est-ce qu'on prend que les salaires versés pour la personne qui est partie ou est-ce qu'on prend en compte le temps passé à former cette personne, le coût d'un cabinet de recrutement, les personnes, le temps, enfin le salaire des personnes qui ont participé à l'onboarding et au salaire et à former aussi le nouveau collaborateur, le matériel acheté, enfin bref, ça peut avoir des coûts colossaux. Donc fiabiliser et totalement fiabiliser le processus de recrutement et la la qualité, justement du travail effectué. Donc c'est des outils qui sont, qui apportent beaucoup, beaucoup de satisfaction et de fiabilité, mais aussi bien pour un candidat que pour un recruteur. Parce que pour le recruteur, il y a aussi un gain de temps colossal. On est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus serein, effectivement, aussi dans ce qu'on est en train de faire et pour le candidat, donc il se sent, il se sent, important, mais le parcours aussi lui semble clair et il a beaucoup plus d'équité. Il y a des questions d'ailleurs sur la manière dont est perçue les solutions d'IA, mais on va en reparler. Et on a les meilleurs feedbacks, justement. Donc, je vais reprendre des questions qui ont été posées. D'abord, j'ai un commentaire qui a été mis sur le parsing actuel. Alors, le parsing actuel, pour information, le parsing qui est utilisé dans Between, c'est le leader mondial du parsing, hein, la solution qu'on utilise depuis des années. C'est le leader mondial du parsing, mais pourtant, on voit effectivement les limites à cela parce que ça ne va pas assez loin et que ça n'utilise pas suffisamment d'outils d'intelligence artificielle. Donc, pour ça, on a différents acteurs qu'on a shortlistés, on a pris énormément d'acteurs, on en a écarté plusieurs. On en a retenu 2 aujourd'hui et 2 qui vont sans doute cohabiter, pour avoir une solution 2 en fonction de la complexité et c'est nous qui allons plutôt jongler entre les 2 pour essayer d'apporter une qualité de service supérieure. Et le même commentaire, parlait également du coup de la partie recherche, où on utilise des filtres extraits du parsing. Les filtres extraits du parsing sont, heu aujourd'hui ce qu'ils sont, mais demain, on va essayer de transformer ça. C'est-à-dire que d'abord, les filtres vont changer grâce à ces nouveaux outils de parsing, mais la recherche également va changer pour utiliser beaucoup plus d'outils justement d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'aller rechercher dans des choses similaires et d'avoir une recherche full text beaucoup simplifiée avec peut-être moins de filtres. Enfin, en tout cas, vous en aurez moins besoin, même s'ils existeront toujours. Les premiers éléments de motivation pourront-ils être décelés par l'IA pendant l'échange? Alors d'abord, je vous invite bien à poser vos questions dans l'onglet questions, c'est plus facile parce qu'on peut les montrer à tout le monde. Je les traite quand même, bien sûr, il n'y a pas de problème, hein, mais là, du coup, il faut que je les lise pour qu'on puisse les voir. Mais donc, est-ce que les éléments de motivation peuvent être décelés dans l'IA? Oui et non, enfin dans les outils d'IA, de préqualification. Oui et non. D'abord parce que c'est un peu, à moins qu'on pose des questions de manière très explicite, oui. Quand on pose la question de manière très explicite: «Est-ce que vous pouvez me décrire vos éléments de motivation pour ce poste?» ou «Est-ce que, vous avez des choses en particulier qui vous motivent?» On peut vous donner la réponse de ce candidat. On ne peut pas interpréter par contre son degré de motivation à partir de son ton, de timbre de voix, de sa posture, ce genre de choses. Techniquement, c'est pas compliqué, hein. Il y a plein d'IA qui nous le proposent et qui nous disent tout le temps. Sauf que, ça repose sur des données scientifiques, bancales et c'est pas parfaitement on a des doutes sur la légalité de cela, donc on va pas vraiment utiliser cette partie-là. C'est pas quelque chose qu'on cherche à pousser ou à proposer à l'heure actuelle, et on nous a même proposé des solutions, pour analyser des entretiens vidéo où, on peut voir selon la posture, selon le discours de la personne, si elle est en train de mentir ou pas.
Ouais, là, ça devient trop touchy. On préfère, ne pas prendre ça parce que c'est pas ça nous paraît pas vraiment en accord avec l'IAC d'une part, mais en plus, ça repose sur aucune donnée scientifique, fiable. Donc c'est pas des choses qu'on va faire. Par contre, poser une question simplement sur pouvez-vous me donner vos critères de motivation, et reproduire, remettre un transcript de ce que le candidat a dit, même de pouvoir faire un résumé de ce que le candidat a dit, ça pose aucun problème. La décision ensuite vous revient d'utiliser, ces choses-là. Est-ce qu'il y a des premiers retours là-dessus? Alors j'imagine, je pense que c'était effectivement toujours sur la partie, préqualification. Oui, il y a des retours. D'abord, les candidats répondent assez facilement. Comme c'est quasiment au moment où ils candidatent qu'ils sont rappelés, ça vient, c'est même assez surprenant et c'est pas trop mal pris. L'IA est bien faite. D'abord, elle se présente bien comme étant une IA, mais le rythme, le timbre de voix, le bruit ambiant qui est mis derrière, tout ça est assez bluffant et permet une immersion, assez simple pour le candidat. Ça plaira pas à tout le monde, mais peu importe. En fait, ceux qui auront répondu, ça vous permettra de gagner du temps sur cela, ce qui vous empêche pas de vous intéresser à tous les autres, tous ceux qui n'auront pas répondu ou qui auront souhaité ne pas répondre. C'est pas bloquant, ça empêche pas, de traiter les autres candidatures. Ça vous fait gagner du temps pour tous ceux qui auront déjà accepté. Et même si on est encore dans une période charnière où on ne sait pas encore comment on va accepter l'IA, je vais revenir quelques années en arrière. Rappelez-vous de quand vous avez eu quand on a vu l'apparition des supports clients avec des chatbots. Ça nous a tous énervés, hein. Et d'ailleurs, moi, à titre personnel, ça m'énerve encore. J'aimerais bien pouvoir appeler un support client et avoir quelqu'un au bout du fil pour lui poser une question. Sauf que, c'est une norme et on s'y est fait et on accepte. Il y a de fortes chances, surtout la vitesse à laquelle ça va, pour que les lycéens d'aujourd'hui, aient beaucoup, beaucoup d'interactions avec des IA jusqu'à ce que ça devienne une normalité, dans quelques années. Je pense vraiment que ça deviendra la norme. Je crois même que les jeunes sont beaucoup plus prêts, enfin les jeunes, j'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça, mais bon, j'ai 40 ans bientôt. Que les lycéens et étudiants d'aujourd'hui sont beaucoup plus prêts qu'on ne le croit, et qu'il faut se former aujourd'hui et être prêt aujourd'hui à utiliser ce type d'outils. Parce que même si l'IA va jamais remplacer l'humain, les humains qui se sont formés à l'IA remplaceront ceux qui ne l'auront pas fait. Et donc il faut bien garder ça en tête et rester, dans les starting blocks, pour, pouvoir avancer. Les fonctions scoring matching seront-elles incluses dans l'offre socle? Alors, nos packs ont évolué et donc, lors d'un renouvellement, quand vous prenez un pack actuel, oui, c'est pris en compte. Si jamais vous êtes pendant un abonnement en cours, et que vous avez un pack où il n'y a pas, encore le scoring, il faut souscrire à l'offre scoring en plus. Sinon, il faut renouveler, changer de pack et donc, payer sans doute un peu plus cher. Pour le coup, je ne m'occupe pas de la partie commerciale, mais je vous invite à prendre contact avec votre, support, CSM ou sales, between avec qui vous êtes en contact pour qu'il, puisse vous apporter ces éléments de réponse. Quand l'évolution scoring matching aura-t-elle lieu? Alors c'est déjà le cas, hein, c'est déjà inclus donc, dans certaines offres et on a beaucoup de clients qui l'utilisent déjà. Comment pourrons-nous définir les éléments sur lesquels ce procédé s'appuiera-t-il? Alors à l'heure actuelle, c'est nous qui le définissons. Justement, ce que j'expliquais avec les pourcentages tout à l'heure, on a décidé de valoriser d'abord la partie expérience, puis la partie compétences, puis, enfin voilà, donc c'est nous qui échelonnons ça. Par contre, quelles sont les compétences, nécessaires pour un poste? Ça, c'est à partir des éléments que vous écrivez dans l'offre d'emploi, en fait. C'est nous qui interprétons à partir des éléments que vous avez. L'objectif n'est pas, pour l'instant, de vous donner la main, mais de vous apporter le plus de gains possible avec le minimum d'actions possibles. Dans les évolutions futures de Between, oui, on prévoit de pouvoir customiser cette partie-là. Mais à l'heure actuelle, c'est nous qui le customisons, nous-mêmes. Mais est-ce qu'il faudra une souscription supplémentaire? En fait, à l'heure actuelle, oui, il faut une souscription supplémentaire. C'est pas un coût non plus démesuré. On vous demande pas de payer 2 fois le prix que vous payez, à l'heure actuelle. Et pas en accord avec l'IA Act, j'imagine que c'était une réaction à quand je traitais la question sur, les éléments de motivation, et que c'est arrivé à ce moment-là. Aura-t-on le choix de mettre en place ou non des préqualifications, via l'IA? Bien sûr que vous avez le choix. Aujourd'hui, c'est une solution complémentaire qui est proposée, qui d'ailleurs n'est pas développée par Between, mais par un partenaire de Between qu'on inclut dans certaines offres parce que nous sommes revendeurs de cette solution. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'y souscrire, évidemment. Ensuite, j'ai une autre question qui est, ah bah, celle-là, je viens d'y répondre. Faudra-t-il une souscription supplémentaire? En fait, celle a été postée et dans le chat et ici. Heu, Je te laisse un là, peu j'ai une tout seul, mais je crois que j'ai l'impression qu'on les a toutes traitées, non?
La fonction scoring était déjà en place dans l'application, doit-on l'activer de quelconque manière? Car j'utilise Between au quotidien et le scoring n'apparaît pas. Alors effectivement, il faut, demander à avoir le scoring en plus. Logiquement, c'est une proposition qui a été faite à quasiment tous les clients par des mailings ou, par des messages in-app. Mais effectivement, si vous avez besoin du scoring, n'hésitez pas à écrire à votre contact Between pour, avoir une proposition, sur cette partie-là. Bah, ouais, mais je crois qu'on a à peu près Mmh. répondu à toutes les questions. Est-ce que tu en vois d'autres que j'aurais loupées, Maud? Non, il y en a beaucoup, c'est ça, sur le la prise en charge, de ces options, dans les offres clients, Ouais, mais je crois que non, on a tout traité. on avait à peu près tout, je regarde juste, non, ouais, je suis en train de relire, mais je pense que c'est bon. Donc on rappelle, hein, les 3 messages clés à retenir, donc de pouvoir se former Pardon. aux outils actuels, d'utiliser, l'IA pour pouvoir, gagner un peu en productivité et d'utiliser toute la partie test de compétences pour fiabiliser. Parce que sans la fiabilisation, on aura beaucoup de mal à pouvoir, aller plus loin et à être vraiment efficace. Si on se repose que sur des outils d'IA qui vont interpréter, de toutes les façons, on sait qu'on va se tromper. Tout doit être vérifié, contrôlé, sinon on aura beaucoup de mal. Je me permets de vous partager un dernier sondage. Savoir si jamais vous voulez en savoir plus justement sur Between, sur e-testing ou sur les 2 solutions. Si jamais vous voulez être Mmh. contacté pour, avoir justement une démo, de la solution. Et Les d'ailleurs, outils on a d'e-testing une pardon. question de Romy qui nous demande quel est le coût de cette solution. Alors, je ne sais pas si c'est la solution Between ou e-testing parce qu'il y a bien 2 solutions, mais de toute façon, je pense que toi comme moi, on n'est pas en mesure de donner un coût, comme ça, donc Je suis pas sur la partie commerciale du tout, voilà. pour être honnête. Donc, Et puis ça dépend pas heu, mal de la taille de la structure, donc si vous êtes intéressé complètement. et que vous souhaitez en connaître le coût, bah, vous pouvez, nous indiquer ici que vous souhaitez, plus d'informations et une démo Between e-testing ou les 2. Donc oui, n'hésitez pas à cliquer dessus pour montrer. Les outils d'e-testing sont parfaitement intégrés dans Between, dans l'onglet évaluation. On peut les automatiser l'envoi d'un questionnaire, à partir d'une étape d'un recrutement. Donc, on peut se dire qu'à l'étape, shortlist ou même à l'étape boîte de réception, pour ce recrutement, de cariste, je veux, vérifier, tel type de compétences. Pour ce recrutement, de je sais pas, d'assistant, je veux vérifier, toute la partie bureautique dès la boîte de réception. Donc, on peut automatiser complètement l'envoi de certains questionnaires pour certains recrutements. On peut le faire de manière massive en sélectionnant plusieurs candidats et en choisissant d'envoyer une évaluation. Et donc, ça va appeler votre espace e-testing pour savoir les tests que vous avez à disposition et demander certains tests en particulier. Ou vous pouvez le faire sur un candidat à un moment donné. Je veux vérifier les compétences de tel événement pour ce candidat-là. Et pareil, dans l'onglet évaluation de cette fiche candidat. Il y a une intégration totale et donc tous les résultats, parce que e-testing va prendre contact avec le candidat, faire passer, ces tests, au candidat et les résultats sont renvoyés dans la fiche candidat dans Between. Même si jamais vous l'avez fait pour, plusieurs candidats, chaque candidat reçoit ses résultats directement dans Between, où vous allez retrouver les rapports, envoyés, par e-testing, une note potentiellement, pour l'évaluation, si jamais, une note peut être donnée sur ce type d'évaluation-là. Parce que c'est difficile de mettre une note sur la partie soft skills quand même, mode. Tout à fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment. Ouais, on est d'accord. Heu et ben, sinon, je crois qu'on a fait le tour. Quelque chose à ajouter? Moi, c'est bon. C'est bon? Super, Je crois parfait. qu'on a traité toutes les questions, donc un grand merci, Géraud d'avoir partagé la scène, ensemble aujourd'hui. Merci à toi, c'était hyper intéressant et merci Mmh. pour tes lumières aussi sur, l'IA Act parce que c'est des choses qui vont servir à tout le monde. Merci à tous pour votre attention. Je vois qu'il y a une question sur la fourchette. Très honnêtement, je vais vous dire une bêtise si Mmh. j'en dis une, donc je ne peux même pas le faire sur la fourchette de prix. Mais vraiment, n'hésitez pas à contacter. En tout cas, on note, votre question et on viendra vers vous pour pouvoir vous apporter ces réponses-là. Merci à tous pour votre attention. Très bonne journée et puis, on vous recontactera certainement bientôt pour d'autres, webinaires à venir. Merci Au Maud. revoir.